La question initiale portait sur ce qu'il se passerait si deux astronautes étaient dans l'espace pendant un an et que la Terre explosait pendant ce temps. Cependant, l'idée est que cette situation hypothétique ne se produira jamais, donc la question n'a pas de sens à être posée. La personne qui s'exprime considère que l'intelligence véritable est l'amour, et que l'intelligence sans amour n'est pas réellement de l'intelligence. Elle explique que l'amour et l'intelligence sont deux choses différentes mais qu'elles doivent être combinées. L'amour sans intelligence peut être destructeur, tandis que l'intelligence sans amour est sans valeur. Elle soutient que l'amour et l'intelligence doivent être discernés comme deux entités distinctes afin de les intégrer ensemble de manière harmonieuse. Elle souligne également que l'habitude de séparer les trois aspects du Père, du Fils et du Saint-Esprit, intention, amour et intelligence, est préférable car cela permet de les accepter un par un, avant de les fusionner. La question de savoir si la femme est plus susceptible d'exprimer plus facilement le plan bouddhique et le plan supramental est abordée. Il est dit que la femme aura plus de facilité à exprimer le plan bouddhique, tandis que l'homme aura plus de facilité à exprimer le plan supramental, en raison de leurs expériences personnelles. Cependant, il est souligné que d'un point de vue extraterrestre et au-delà du monde de la mort, l'homme et la femme sont égaux et se rejoignent. Eux et la femme ont des réactions différentes face aux émotions. La femme a plus facilement accès au plan bouddhique, tandis que l'homme a plus de facilité avec le plan supramental. Cependant, au fil du temps, les deux sexes peuvent être capables d'exprimer les deux plans. Il n'est pas nécessaire de faire la distinction entre l'astralo-supramental et le supramental, cela n'a pas d'importance. L'important est d'écouter les réponses et de les ressentir avec intelligence et amour. L'intelligence doit résonner et vibrer en nous, peu importe l'énergie à laquelle nous sommes connectés. Il est inutile de chercher à discerner d'où vient une réponse, il suffit de la suivre si elle résonne en nous. L'anti-homme ne peut exprimer qu'une seule forme d'expression supplémentaire à la fois, il n'y a donc pas de danger à exprimer plusieurs choses à la fois. Concernant l'argent et le matériel, l'homme doit tout faire pour que tout le monde en ait et ne pas souffrir de l'aide des autres. L'attitude envers l'argent et la matière est similaire à celle envers les dieux et les formes dans le ciel, ils sont nécessaires mais ne doivent pas être idolâtrés. L'argent est un moyen de pouvoir acheter des choses, mais il est important de l'utiliser pour aider et soutenir toute l'évolution de la société, plutôt que de simplement le stocker pour sa sécurité personnelle. Il est préférable que plus de gens aient de l'argent, car cela favorise une société plus prospère où chacun peut acheter ce dont il a besoin. Le riche dans une société pauvre ne permet pas d'acheter grand-chose, tandis que dans une société riche, on peut tout acheter. Il est donc nécessaire que tout le monde ait accès à l'argent pour soutenir l'économie et la production de biens de qualité. Il est également important de reconnaître et de suivre notre intuition, car souvent notre instinct nous guide vers une bonne décision. Cependant, il est impossible de savoir à l'avance si une intuition est bonne ou mauvaise, c'est seulement après coup que l'on peut en juger. Chaque décision est simplement une expérience qui peut nous mener vers ce que nous recherchons ou non. Lorsque nous avons atteint le savoir, nous n'avons plus à désirer ou décider, nous accomplissons simplement ce qui doit être fait. Chacun de nous a sa place dans l'évolution et un jour nous serons tous à cette place où nous nous sentons à notre aise et en harmonie avec notre environnement. L'idée principale de passage est que l'être humain a encore besoin de croire en l'illusion du libre arbitre pour prendre des décisions. Cependant, ces décisions sont en réalité orchestrées par des plans supérieurs, et l'intelligence de l'être humain dans les plans inférieurs n'est qu'une copie pensant qu'elle décide. L'auteur souligne que peu importe la place occupée par les individus, les phénomènes évolutifs dirigés par les phénomènes archangéliques ne seront pas modifiés. L'unité ne subit pas d'amputation, mais plutôt des changements, des mutations et des transmutations. La foi est présentée comme une solution pour être sûr d'être sur la bonne voie de la conscientisation, bien qu'elle puisse rendre aveugle dans le monde mortel. Pour réveiller l'humain, il faut briser la foi, mais ensuite on lui suggère d'avoir encore un peu plus de foi. La foi est décrite comme la création d'un lien permettant à la conscience de voyager entre le haut et le bas. La personne qui pose la question se demande quelle distance il y a jusqu'à la fin du tunnel. Son interlocuteur lui explique que cela dépend de sa vitesse de marche. Mais la personne doute de la véracité de cette réponse et se demande comment elle peut être sûre. Son interlocuteur lui conseille alors de poser plus de questions pour en savoir davantage. Il lui explique également que chaque personne peut avoir sa propre perception du chemin à prendre, mais qu'il faut se méfier de l'orgueil et de l'impatience qui peuvent faire perdre du temps. L'important est de vibrer avec le chemin choisi et de ne pas se laisser influencer par les autres. Parfois,
Le chemin peut sembler sombre et interminable, mais il faut continuer à marcher en ayant confiance en son intuition. L'évolution de notre conscience nous permet de percevoir si nous sommes sur le bon chemin. Il ajoute que la véritable évolution consiste à vivre pleinement et heureux, sans se soucier des événements extérieurs. Il conclut en disant que pour simplifier les choses, il faut faire confiance à ceux qui peuvent nous amener vers la simplicité. La conscientisation est un processus complexe et difficile pour l'être humain car il implique de remettre en question son ego et d'accepter de nouvelles idées. Plus nous nous posons de questions et plus nous sommes ouverts à de nouvelles perspectives, plus nous nous conscientisons. La conscientisation nous permet de comprendre les mécanismes sous-jacents aux problèmes sociaux tels que les guerres, mais cela ne résout pas directement ces problèmes. Il est important de ne pas se perdre dans des vérités absolues qui pourraient nous amener à agir de manière incohérente. En cherchant à comprendre la complexité de notre monde, il est crucial de rester conscient de nos motivations et de ne pas se laisser emporter par des missions qui ne nous conviennent pas. La recherche d'une personne perdue peut être analogue à la manière dont nous percevons les autres. Une simple photo ne peut pas exprimer toute la complexité et l'émotion d'une personne. Nous devons aller au-delà des apparences et chercher à comprendre ce qui se cache derrière. De même, il est nécessaire de ne pas s'attacher à de simples copies ou représentations de la réalité, mais d'utiliser ces outils de manière intelligente sans les confondre avec la réalité elle-même. Le processus chronologique du corps physique est soumis à des rythmes et des cycles qui peuvent influencer l'efficacité des techniques de PNC, mouvement psychocorporel. Il est donc important de pratiquer ces techniques au moment opportun pour en tirer le meilleur bénéfice. La conscientisation est donc un cheminement complexe et individuel qui nécessite de remettre en question nos croyances et d'adopter une approche plus ouverte et consciente du monde qui nous entoure. Lorsqu'il s'agit des méridiens d'énergie yin et yang en acupuncture, ils ont des phases de plénitude et de baisse. Chaque méridien fonctionne différemment et il est important de respecter leur rythme. L'acupuncture devrait idéalement être pratiquée dans un hôpital, où les séances sont planifiées en fonction du calendrier énergétique. Observer et suivre le rythme de son corps vital, astral et mental est essentiel pour ajuster les exercices et être en harmonie avec les différents mondes qui nous entourent. Il est également important de comprendre que chacun a son propre rythme et que la recherche du bien-être est un processus individuel. En ce qui concerne le concept du martyr, il existe des martyrs de la transition qui sont nécessaires, mais il n'est pas nécessaire de se préoccuper d'être un martyr bouddhique ou divin. Chacun a ses choix de vie, qu'il s'agisse de conduire une Lada ou une Rolls-Royce, mais il est important de respecter les différentes étapes et d'attendre que tous puissent avancer ensemble vers leur destination. Le texte parle d'une métaphore utilisant un bulldozer pour représenter l'évolution de l'intelligence humaine. Certains seront obligés de suivre le bulldozer, symbolisant un certain niveau d'évolution, comme ceux qui marchent à pied ou sont en voiture moins luxueuse. Cependant, il est souligné que cette évolution n'est pas obligatoire et que chacun a le choix de prendre le chemin qui lui convient. L'auteur mentionne que ceux qui vivent uniquement dans l'intellectualisme ne peuvent pas pleinement vivre leur conscience et doivent être dynamisés par la lutte ou le dialogue. Il explique également qu'il ne peut y avoir de transformation des structures archétypales d'évolution par la volonté émotionnelle de l'homme. Enfin, il mentionne que ceux qui atteignent un état d'hypermentalisation doivent passer par une phase de destruction et de conscience de leur humanité avant de pouvoir devenir divins. Le texte exprime une frustration face à l'incompréhension des autres et à leur utilisation du concept pour éviter de comprendre. L'auteur souligne l'importance d'avoir du soutien humain pour ne pas sombrer dans le chômage, la solitude et la souffrance. Il suggère différentes méthodes d'auto-amélioration. Elle se met en garde contre une trop grande intellectualisation, préférant que les gens puissent appliquer ce qui est dit. L'auteur parle ensuite de différents plans, notamment le plan supramental et le plan bouddhique, et mentionne la nécessité de canaliser l'amour intelligent. Il souligne que l'homme a le pouvoir de cimenter les différentes parties de la vie. Le texte se termine en encourageant les lecteurs à rendre le plan supramental plus affectif pour mieux le contrôler. Dans cette situation, on observe un paysage avec différents personnages. L'un d'eux reste silencieux tandis qu'un autre s'exclame « Waouh ! As-tu vu ça ?» Un troisième personnage répond calmement en décrivant simplement le lac et les montagnes. Le premier est dans un état d'émotion, le deuxième est dans un état mental et le troisième est dans un état de conscience supérieure, peut-être même spirituel. Ce dernier personnage est en parfaite harmonie avec le divin et respire la sérénité. Il n'a pas besoin de dire aux autres de se calmer ou de simplement observer,
car il incarne lui-même cet état de conscience. Il comprend que les émotions peuvent nuire au corps et les définit comme la perception et l'expérience d'un sentiment nourri par l'ego. Cette perception cherche ensuite à prolonger ce sentiment dans le temps, ce qui engendre le désir émotionnel. Pour abandonner les émotions, il faut abandonner les sentiments. Cependant, cet abandon des sentiments priverait de la possibilité de vivre pleinement la conscience. Est-ce sentiment? On ne peut pas bénéficier de sa propre prise de conscience, mais ce sont les autres qui en bénéficieront. Même ceux qui sont émotionnels en bénéficieront, car ils auront toujours le sentiment pour vivre. Ainsi, l'intelligence supramentale invite à vérifier ses claques, c'est-à-dire à revoir ses croyances limitantes. L'intelligence est vibratoire et écologique, car elle intègre tous les aspects, même ceux qui semblent opposés. L'auteur raconte une anecdote où il s'est retrouvé coincé avec son jeep dans la forêt. Un homme est venu l'aider en coupant un arbre pour libérer le véhicule. L'auteur exprime alors un souci pour la nature, demandant s'il est vraiment nécessaire de massacrer la nature. L'homme, conscient de l'écologie, explique que l'arbre qu'il va couper nuit à un autre arbre plus grand, et que l'éclaircir est bon pour la santé de la forêt. Ainsi, il montre qu'il est possible d'agir de manière écologique en tenant compte de tous les aspects, y compris la préservation de la nature. Dans ce texte, l'auteur aborde différents sujets tels que l'écologie et les relations amoureuses. Il explique que l'écologie consiste à couper les éléments nuisibles à un environnement, tout en soulignant que l'intelligence est également écologique. L'auteur explique également que les relations amoureuses sont souvent complexes et qu'il est nécessaire de passer par plusieurs étapes avant de se séparer définitivement. Il évoque également la possibilité de développer une intelligence supérieure qui serait guidée par l'écologie. Enfin, l'auteur aborde la question de l'instruction de l'ego et le fait d'être capable de croire en des phénomènes paranormaux en observant simplement les choses normales qui nous entourent. Les cellules gliales sont des cellules qui se trouvent dans l'encéphale et qui sont en grande quantité par rapport aux neurones. Elles ont plusieurs fonctions, dont notamment celle de nettoyer le cerveau. Elles nourrissent les neurones et permettent leur bon fonctionnement. De plus, les cellules gliales peuvent se transformer et contribuer à la formation de tissus cicatriciels dans le cerveau. Elles jouent également un rôle dans la mutation neuronique en permettant aux neurones de supporter de plus en plus d'intelligence. Le système glial peut être manipulé par certaines formes de vibrations et exprime une forme d'intelligence supramentale. Les cellules gliales ont la capacité de se spécialiser et de muter. C'est grâce à elles que le cerveau peut fonctionner de manière optimale.